qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire du transport aérien un moyen ou une finalité? Si c'est un moyen, il faut que ça se participe effectivement, que ce soit un outil ailé du développement du tourisme ou du développement économique tout simplement de Madagascar. Les tarifs, quand vous avez par exemple entre Tana et Nosibé un taux moyen à 400 € pour 1h13 de vol, quand vous avez un Paris-Madrid, je sais parce que je pars après-demain à Madrid, on a payé combien? Même pas 120 € pour 2h30 de vol. Je n'ai pas d'autres commentaires, mais c'est ça qui est important. C'est que d'un côté, on transporte quelqu'un qui va faire du business, et on n'a pas la peine, parce que derrière, il y a l'externalité positive. C'est une vision globale. Le Maroc avait cela, c'est que le roi devait décider, est-ce qu'on veut Royal Air Maroc tel quel, ou on va ouvrir? Ils ont ouvert, parce que l'agenda était de générer tant de milliards d'euros d'investissement, d'exportation issus du tourisme. C'est toutes les externalités qui peuvent aussi avoir là-dessus. C'est très important, du consommateur, de l'économie. Ça a ouvert les vannes que Ryanair, EasyJet, tous les locaux se sont infiltrés. Parce que ça nous... Et il n'y a pas eu pour autant, je dirais, une levée de bouclier parce que Royal Air Maroc était en... Parce que non, c'est un changement de modèle. C'est se réfléchir, se re-questionner, se repositionner dans la mondialisation dans laquelle on est. Alors, mondialisation, il y a surtout un phénomène qui est loin d'être un phénomène, ça va être l'avenir. La route de la soie. 2 routes, nord, sud. Je suis en train de lire un livre, voilà, ça m'arrive de lire, il est midi à Pékin. Aujourd'hui, ok, ça arrive, ce qui se passe, voilà, c'est résilient. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à ce que ça va se passer là. Qu'on le veuille ou non, ils vont y aller jusqu'au bout, ils ont mis de côté le nécessaire. Je ne dis pas, oui, allons-y, voyons et ouvrons, non, c'est déjà d'anticiper, de prévoir ce qui va arriver. Et qu'on soit, nous, dans cette route de la soie, sud, que Madagascar puisse aussi bénéficier de cela, de préparer. À terme, qu'on le veuille ou non, c'est écrit. Et pour des raisons qu'on pourra évoquer après lors du cocktail, pour ne pas faire trop long, mais gardez ça en tête. Voici les opportunités, je dirais, présentes et à venir, qu'il y a d'un point de vue géostratégique. Voilà. Voilà, c'est toutes des comparaisons, je pense qu'on pourra laisser ça aux personnes. Qu'est-ce que je veux dire, ou qu'est-ce que cette slide veut vous partager? Des slides de l'Organisation mondiale du tourisme, donc sous votre autorité, parce que c'est basé en Espagne, voilà, monsieur l'ambassadeur. Là, c'est juste une photographie sur le nombre de touristes qui ont foulé la Tanzanie, l'Afrique du Sud et autres. Juste à côté de nous, on a quasiment une dizaine de millions de touristes en Afrique du Sud. Je vous évoquais l'Afrique du Sud tout à l'heure. Alors, on se reposer la question. La majorité sont des Anglais. Quand on regarde aujourd'hui la répartition de touristes qui visitent Madagascar, c'est majoritairement des Français. Ça, c'est très bien, ça confirme effectivement ce lien très fort qu'on a. Vous avez des Italiens. Mais l'anglais, lui, c'est quasiment peanuts. Voilà, permettez-moi l'expression. La grande question qu'on peut se poser, faut-il attaquer l'anglais sur son marché au Royaume-Uni ou faire de la publicité en Afrique du Sud qui nous coûterait moins cher et de demander une extension? Profitez d'être déjà à côté pour venir nous voir. Pareil pour la Tanzanie, pareil pour le Mozambique. C'est un peu ce qu'on essaie de faire et qu'on réussit par moment avec l'île Maurice ou la Réunion. Voilà des leviers en fin de compte. Voilà. En termes d'investissement, ça devrait... Encore une fois, c'est des idées, c'est pas des recommandations que je suis en train de faire là. Là, c'est une répartition de la part, effectivement, de l'activité du tourisme. On est très dépendant du tourisme. C'est bien et c'est inquiétant à la fois. Ce qu'on voudrait, c'est que la filière cacao puisse monter en création de valeur et dans le PIB malagasy, voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, vous avez 10% de la main-d'œuvre ou des travailleurs qui sont dans le secteur du tourisme, voilà, en sachant qu'on est environ entre 8 et 9 millions de travailleurs à Madagascar, et en termes de PIB, le tourisme représente aux alentours de 13%. 10% également, comme vous le savez, le PIB malgache est aux alentours de 13 milliards de dollars.
je vais le dire aussi, c'est le même volume que pour l'île Maurice. 13 milliards également. La différence, la création de valeur. La création de valeur. Ce que disait effectivement le président. Création de valeur. Si on crée de la valeur, et le tourisme, on peut créer de la valeur, ben là, c'est comptabilisé dans le produit intérieur brut. Voilà. Un enjeu très fort quand on parlait effectivement de ces millions de personnes. Aujourd'hui, 27 millions dans 30 ans. En 2050, on aura plus de 50 millions d'habitants. C'est l'aménagement du territoire. Je pense que l'enjeu, il est là aussi. On voit foule qui débarque à Antananarive, espérant trouver l'Eldorado, ce qui est tout à fait loisible et tout à fait légitime, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant, arrivé là, il n'y a que des illusions. Et il y a même une surpopulation. C'est pour ça qu'il est important de créer des villes, c'est pour ça qu'il est incréant. Mais si on regarde d'un point de vue touristique, il y a justement tous ces sites, tous ces patrimoines naturels, culturels, qui sont indélocalisables. Vous n'aurez jamais le Tsing, bien entendu en photo, Madame le maire, ici à Cachan. Vous n'aurez jamais les forêts d'Ansnan, je ne sais pas moi, au Maroc. C'est indélocalisable. Et ça a de la valeur. Maintenant, comment peut-on faire? Comment peut-on réussir pour que les personnes, 1, prennent conscience que ça a de la valeur, 2, qu'il faut préserver, 3, valoriser et monétiser en même temps? Je n'ai pas la réponse. Et c'est peut-être des talents qui se trouvent ici qui pourraient répondre à cela. Rétention, je l'ai évoqué, l'objectif aussi, comme je disais, c'est un équilibre, c'est de pouvoir se développer, oui, de créer de la valeur, oui, mais que le PIB soit bien réparti sur tous les territoires pour des fins, je dirais, d'aménagement de territoire, qu'il n'y ait pas de déstabilisation qu'on peut avoir. Voilà. Je prends juste le cas parce que vous avez évoqué la coopération décentralisée. Je me souviens j'avais donc pas représenté Madagascar dans une conférence internationale à Caen en 2011 et j'étais avec le président de la région de la Basse-Normandie qui allait fêter justement les 70 ans du débarquement de Normandie. Je dis, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait avoir, nous, Madagascar, un stand? Parce que là, il y aura quasiment 700, 800 000 personnes. Mais vous voyez, c'est 5 fois Woodstock. Et de pouvoir, effectivement... Alors, effectivement, il y avait l'absence d'un ambassadeur. Donc là aussi, comme quoi c'est très important, qui aurait pu faciliter cela. Et puis, les délais étaient trop courts pour pouvoir mobiliser les gens qui vont bien. Tout ça, c'est pour dire, c'est que la coopération décentralisée, il faut y capitaliser. Et vous avez tout à fait raison, Madame le maire. La coopération décentralisée, il y a déjà la coopération et décentralisée, et que chaque région de Madagascar puisse avoir une coopération décentralisée. C'est un vœu, monsieur l'ambassadeur, que chaque région puisse alors, française, européenne, et internationale. Quand vous êtes à Diego Cérès et que vous êtes le deuxième B, la seconde B au monde, la première étant bien entendu celle de Rio, mais un partenariat entre Rio et Diego Cérès, pour moi, c'est un partenariat évident. Mais parce que c'est loin, parce qu'il y a toujours... Mais on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. Je dis tout simplement, voilà les opportunités. Et quand vous êtes il y a les baies, effectivement, aussi en France, parce que il y a même la présidente de cette association est française, c'est cette promotion-là qui peut se faire plus naturellement. Alors, j'évoquais tout à l'heure, et avant d'aborder la partie diplomatie économique, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme atout, on va dire. Alors, normalement, il y a des effets, Normalement, il y a des effets, parce que là, vu comme ça, waouh, qu'est-ce qu'il a foutu sur le slide? Non, il y a des effets, voilà. Maintenant, comme c'est fait, on va essayer de gérer. Je regardais en fait la liste des patrimoines classés, vous savez, à l'UNESCO. Vous avez donc les patrimoines tangibles et immatériels. Alors là, je parle sous monsieur l'ambassadeur, je passe sur votre autorité. Et je regardais en fin de compte tout ce qu'il y avait. Et un oncle, Rakoutou-Arsou, Jean-Aimé, me dit, on en a 3 aujourd'hui de classés dans le patrimoine de l'UNESCO, et vous les avez là, c'est le Tsik de Bémara, le Rouf d'Abouimang, et les forêts humides d'Ansnan. Après, on a le savoir-faire en bois des Afmanirs, c'est classé. Et là, je me posais la question, je demandais à des amis dans le secteur du tourisme, est-ce que vous pouvez me donner juste une data? C'est quand je suis classé à l'UNESCO, répertorié, enregistré à l'UNESCO comme patrimoine ou savoir-faire,
qu'est-ce que ça génère en termes d'envie d'aller visiter. Voilà. Ce qui est une impulsion, il y a un trigger, un déclenchement. Ils m'ont dit oui, 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 oui. Et c'est selon la distance, selon les endroits. Mais par exemple, si tu prends le Maloya, par exemple, qui est répertorié, la danse Mayola, vous connaissez, hein, la Réunion, c'est dans le savoir-faire répertorié à l'UNESCO. Ben ça a généré régulièrement, et ça génère régulièrement du tourisme, parce que c'est disponible. En d'autres termes, en répertoriant, je pense notamment au Salig, voilà, ou à Fundafundao, pourquoi pas, mais quelque chose de gravé, ben ça va générer. Je pense au Kabar, et là je remercie M. Rakout-Vroméric, hein, qui a fait partie de ça. Il faudrait même franciser le Kabar, hein, parce que ce serait bien aussi de l'avoir. C'est toutes ces choses-là qu'on peut faire, et ça, Monsieur l'ambassadeur, voilà, c'est juste un souhait, hein, qu'on émet ici, c'est de pouvoir répertorier un peu plus. Et n'hésitez pas, Monsieur l'ambassadeur, et je sais que vous discutez assez régulièrement avec notre représentante au sein de l'UNESCO, c'est clé. Et ça va faciliter les ventes vers Madagascar, parce que c'est un attrait. Voilà. Alors, plus génériquement, c'est aussi, vous l'avez évoqué, Madame le maire, en fait, le tourisme, c'est de l'histoire. Raconter des histoires. Vous pouvez avoir la plus belle plage au monde, s'il n'y a pas d'histoire autour, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas la population, ça devient vite gonflant, en fait. Hein. Ok, je vois la vague, au contraire, on peut même être, distrait par la vague. Et on a des histoires à raconter, bien entendu, que de Commermont, hein, et puis on attend effectivement votre livre, Madame le maire, hein, donc on pourra partager toute la famille. J'ai connu d'ailleurs plusieurs membres de votre famille, hein, là-dessus. Mais imaginez encore une fois toute l'histoire que les Portugais ont encore en tête, les Diego Diaz et Fernando Suarez, qui étaient des Portugais, c'est eux qui ont donné le nom, alors peut-être qu'il y en a qui me connaissent mieux que moi, parce qu'il y a des historiens qui ont donné le nom à Diego Suarez. C'est pas juste venu comme ça, hein. Il y a des histoires, il y a eu des combats, il s'est trompé, il voulait aller en Inde, non, il est débarqué à Madagascar. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est cet endroit ?